Premier rendez-vous de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est un rendez-vous pour juger les faits majeurs de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Ravi de vous retrouver sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. C'est un rendez-vous qui est également accessible en streaming sur Facebook et en replay sur YouTube. Je suis Adam Scaler Ouedraogo, président de ce tribunal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour, messieurs les juges. Bernard Bougma, Joufra Var. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vara, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour la construction d'un Burkina nouveau, la contribution effective et active de toutes les couches sociales est plus que nécessaire. Et dans ce processus, quelle doit être la place et le rôle de la jeunesse? La question mérite d'être posée dans ce contexte marqué par les consultations et tractations pour l'élaboration des textes et la mise en place de la transition. Le sujet est enrôlé au tribunal de l'actualité. Et à la barre, ce matin, nous avons Cheikh Faisal Traoré. Bonjour et bienvenue à la barre. Bonjour, président. Alors, je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes pour le développement durable au Burkina, AJDD. Une fois de plus, bienvenue. Avant justement d'échanger avec les juges, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Messieurs les juges, vous avez la parole. Je commence avec le juge Bougma. Qu'est-ce qui retient votre attention pour cette première convocation de la semaine? Non, pour cette première convocation de cette semaine qui commence, je vais juste me limiter à souhaiter une très bonne semaine aux uns aux autres, à souhaiter un très bon lundi, beaucoup de courage, de persévérance, d'entrain et de, comme on appelle ça, de positivité. Ce n'est pas aussi simple aujourd'hui pour tous les Burkinabés, dans tous les secteurs, compte tenu de cette crise qui a plusieurs dimensions. Covid-19, attaques terroristes, insécurité et en même temps coup d'État à gérer avec des organes qui ne sont pas encore fonctionnels. Ce qui se déteint sur l'administration publique, ce qui se déteint sur les activités du privé, ce qui se déteint également sur le secteur informel qui vivent au jour le jour. Donc j'ai dit ce n'est déjà pas simple, mais gardons espoir parce que si les calculs sont bons, c'est demain qu'en principe les 15 doivent remettre leur rapport acquis des droits pour la suite à donner. Donc on espère que ça va être diligent et que le MPSR également ne prendra pas du temps, se donner 15 jours pour valider, invalider, ajouter ou je ne sais pas moi compléter avant de nous le rendre public et puis voir comment est-ce qu'on enclenche cette transition qui pour un pays comme le Burkina dans cette situation prend quand même du temps à démarrer. On a vu du diesel, il ne faudrait pas qu'on continue avec du diesel parce que dans ce contexte, ce n'est pas aussi évident pour avoir des résultats. Il nous faut de l'essence compte tenu de la situation. Espérons. Donc je souhaite en tout cas, je souhaite encore à tout un chacun, à chacune, une agréable semaine et un excellent lundi. Merci, juge Bougma. Vous avez la parole, juge Vara. Oui, merci, président. Moi, mon avant-propos va concerner le Mali. On a vu l'annonce donc du retrait des troupes françaises et européennes de façon plus générale, étrangères même on dira comme ça, du Mali, puisque le reste a décidé de suivre donc le départ des troupes françaises. Et puis on a vu le discours de Macron avec les autres chefs d'État africains à ses côtés, tenter de faire un bilan aussi de cette présence-là au Mali et qui se refuse à parler d'échec. Bon, alors que, à la vérité, quand on regarde, il y a eu vraisemblablement, même pas vraisemblablement, il y a eu et il y a constaté un vrai échec. Un échec parce que peut-être la doctrine même de départ pour lutter contre le terrorisme n'a pas été la bonne. Il fallait peut-être construire autour des forces armées maliennes afin d'avoir une réponse plus robuste, mais bien élaborée et pensée avec les Maliens, mais on a plutôt trouvé le moyen d'avoir une France qui était figure de proue et qui a géré les choses comme elle le pouvait. Et après, il y a eu l'enlisement, parce que n'oublions pas qu'au départ, il y avait quand même une armée française qui était venue sauver un Mali qui était en difficulté avec des colonnes qui fonçaient sur Bamako. C'était en 2013, et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Et c'est vrai qu'après, il y a eu l'enlisement. Cela est aussi une réalité, parce qu'après, il y a des choix aussi qui ont été beaucoup controversés. Donc pour moi, il y a eu clairement un échec, pas seulement de la France,
du Mali aussi lui-même, qui de par certaines péripéties par lesquelles le pays est passé, a contribué à fragiliser l'offre qu'il y avait en face de terroristes qui devenaient de plus en plus robustes. Donc il y a une leçon à tirer. Maintenant, ce qui est dommage, c'est la façon dont un peu les Français s'en vont. Il y a une escalade dans leurs propos. Aucune diplomatie n'a voulu mettre un peu d'eau dans son vin. Mais moi, je pense aussi que celle française, au regard des années de présence, devrait réfléchir à deux fois pour ne pas laisser cette impression d'avoir été chassé, c'est vrai, par le Mali, mais d'avoir perdu aussi dans une guerre engagée face à la Russie et qui est aujourd'hui applaudie. Est-ce que demain, ça sera le cas aussi pour la Russie? Est-ce que ce sera le même lendemain? La question reste posée. Mais c'est dommage de voir comment celui qui est venu en sauveur est en train de partir aujourd'hui, et c'est vraiment dommage. D'autant plus qu'on a un Macron qui dit dans 4-6 mois on va partir. Le soir ou le lendemain, il y a la partie malienne qui dit vous avez pris la décision de partir unilatéralement, ce qui est vrai d'ailleurs, parce que ça s'est passé sans consultation du Mali. Ils ont regardé à la télé, sûrement les autorités, et entendu le président français dire qu'on va partir, et je vais partir avec mes gars. Et on a vu la conséquence. Il dit donc dans ce cas de figure, allez ici et maintenant, dégagez. C'est vraiment pas si beau ce qu'on est en train de voir. Maintenant, quand on regarde aussi le Mali, Choguel Maïga, on lui enlève 90% de sa rhétorique. La France, la France, la France, maintenant ça sera fini. Ils seront jugés à l'aune des résultats sur le terrain. Est-ce que l'alternative qui est celle des forces privées de sécurité Wagner pourra apporter quelque chose d'intéressant? Il n'y a pas que Wagner que le Mali tente en termes d'alternative. On a vu tous les voyages de Abdoulaye Diop, que ce soit au Qatar, en Iran et autres. Donc il y a une coopération plurielle qui est voulue. On espère pour les Maliens que les choix seront bons et que les autorités seront assez inspirées et que le problème qu'ils ont posé aura été le vrai et qu'on trouvera donc des solutions dans ce bourbier-là dans lequel se trouve pas que le Mali, parce que nous sommes tous impactés. Et je pense que c'est ce qu'on pourrait souhaiter. Merci pour ces analyses et ces entrées en matière. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le Tribunal de l'actualité, qui nous permet d'être ensemble du lundi au vendredi sur les antennes des médias leaders Twi TV et Watt FM. Je le disais, Cheikh Faisal Traoré est notre convoqué du jour. Il est le président de l'association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso, AJDD. Une fois de plus, bonjour et bienvenue à la barre. Bonjour Président, merci. Alors pour compléter la présentation, il faut dire que vous êtes également représentant pays de Interpeace. Alors c'est une organisation internationale qui travaille pour la consolidation de la paix. Alors l'actualité de cette structure-là, c'est notamment ce dialogue transfrontalier qui a été lancé. De quoi s'agit-il en quelques mots? Alors merci pour cette convocation aujourd'hui. Et ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes dans un contexte sous-régional marqué par une insécurité flagrante qui se déteint sur la vie des communautés dans les différents États. Mais au-delà de cela, il y a des dynamiques régionales qui méritent d'être prises en compte. La crise que nous vivons aujourd'hui, selon plusieurs analystes, est consécutive à la situation que la Libye a vécue. Et donc, naturellement, ça a un impact négatif sur tous les pays donc, de la zone sahélienne qui étaient juste après la Libye. Mais il est important également de faire ressortir que même si il est vrai que cette crise libyenne a eu un impact, elle a été en fait facilitée et favorisée par des dynamiques plutôt nationales ou encore des dynamiques tout simplement sous-régionales qui étaient déjà présentes, qui ont été juste exacerbées. Et c'est dans ce sens que Interpeace, en tant qu'organisation de consolidation de la paix, a estimé qu'il était important d'analyser les éléments où nous avons l'apparence d'avoir une paix relative. Lorsque vous regardez la frontière Burkina-Mali, notamment Orodara et Sikasso, vous verrez que ce sont les zones les moins touchées par l'insécurité aujourd'hui, par le terrorisme et tout cela, mais cela n'empêche qu'il y ait effectivement des relents conflictuels suffisamment importants qui méritent d'être analysés. Et nous avons également constaté avec tout le monde qu'il y a eu la matérialisation de la frontière entre les deux pays. Et cette matérialisation-là également a exacerbé un certain nombre de conflits et souvent a été révélatrice
de conflits qui semblaient ne pas être présents. Et pour nous, il est important de prévenir plutôt que de guérir après. Parce que lorsque les fissures internes sont suffisamment mises en exergue, elles sont favorables justement, elles créent un terreau fertile à un terrorisme, à une infiltration extérieure évidente qui pourrait avoir un impact très négatif sur la vie des deux États. Alors, pour pacifier ces zones frontalières, là, vous estimez qu'il faut utiliser une arme, qui est actuellement une arme gratuite, vous le dites, le dialogue. Alors, parlez-nous un peu du mode opératoire du travail sur le terrain. Comment ça se passe? Alors, disons que ce que nous avons fait, et c'est la méthode Interpeace, en tant qu'organisation internationale, notre but n'est pas d'imposer la paix ou d'amener la paix là où il y a des conflits, mais c'est de faire en sorte tout simplement que les communautés par elles-mêmes génèrent les ressorts nécessaires pour aboutir à la paix. La paix, selon nous, n'est donc pas un fait extérieur, mais c'est tout simplement l'émanation de la volonté des communautés, des populations elles-mêmes. Et ça ne peut arriver que si on se parle. Comme on le dit, toutes les guerres finissent sur une table. Donc c'est toujours mieux, avant même d'aller en guerre, de prendre le temps de se parler, de prendre le temps tout simplement d'écouter l'autre. Et ce que nous avons fait, non seulement sur ce cas précis, mais notre expérience depuis 25 ans que nous existons, nous révèle qu'en vérité, ce qui relie en général les peuples est bien plus important que ce qui les divise. Mais lorsque les mécanismes ne sont pas suffisamment créés pour qu'on discute, pour qu'on se parle, naturellement on finit par ne pas se comprendre et par aller vers effectivement des extrêmes violentes. Et puis après, on revient encore sur la même de discussion. Et donc, ce que nous faisons lorsque nous allons sur le terrain, c'est de mettre les communautés en situation de discuter. Pour le cas précis de cette initiative, par exemple, nous sommes arrivés dans un contexte, nous-mêmes avec des hypothèses a priori, où on se disait cette zone n'est pas foncièrement conflictogène. Par contre, il est juste important de consolider la relation entre les communautés de part et d'autre des frontières en leur permettant de comprendre les mécanismes justement de cette vie transfrontalière. Et lorsque nous sommes arrivés, on s'est rendu compte qu'on se trompait un tout petit peu quand même. Parce qu'il y avait effectivement des tensions très importantes qui étaient nées de l'abonnement justement de cette frontière-là. Et donc, on a même trouvé des communautés où des villages ne s'adressaient même pas la parole. Refusaient, préféraient contourner le village lorsqu'ils voulaient aller dans d'autres localités. Et ça a été pour nous suffisamment révélateur du fait que ne pas se parler peut conduire effectivement à des situations suffisamment dommageables. Et donc nous avons fait un premier travail de mettre en confiance les communautés elles-mêmes autour de la nécessité de dialoguer, parce qu'elles n'avaient pas forcément envie de le faire non plus. Et donc on a pu créer ce climat de confiance-là, créer également le climat de confiance pour une discussion entre les communautés et les autorités. Parce que là aussi, il y avait une crise de confiance qui avait fait jour et qui ne facilitait pas justement le dialogue autour des solutions éventuelles aux différents conflits que l'on pourrait avoir. On a même eu une expérience pour cette fois, qui était aussi inédite, d'avoir un dialogue transfrontalier virtuel. Parce ça a eu dans un contexte où il y avait la maladie à Covid, mais pire que cela, il y avait des réticences complètes à être dans une même salle et à discuter. Et donc nos équipes au Burkina et au Mali ont créé un mécanisme virtuel où les communautés ont pu échanger en direct, où elles n'étaient pas dans la même salle de manière physique, mais elles étaient dans la même salle de manière virtuelle pour avoir justement cette première discussion. Et plus on avançait, au bout du processus, on pourra certainement revenir là-dessus, mais au bout du processus, nous avons pu mettre en place ce qu'on appelle des commissions transfrontalières où les communautés des deux côtés de la frontière ont fini par accepter d'être sur la même table et de proposer ensemble les réponses à la situation qui est vécue et naturellement ce qui pourrait conduire à plus de vie, à plus d'utilité dans cette zone de nos deux pays. D'accord. Juge Bougma. Qu'est-ce qui les divise à telle enseigne qu'ils ne veulent pas s'asseoir sur la même table? Ce qui s'est passé, ce qui a été révélé, vous voyez, ces communautés Sikasso, Orodala sont en réalité une même province, au point qu'entre-temps, on avait le Kénoudougou au Burkina et le Kénoudougou au Mali. Donc c'était véritablement des communautés très imbriquées. Mais avec le règlement juridictionnel du conflit frontalier qui nous a opposés, on a eu l'abonnement. Et l'abonnement, en principe, ne divise pas les peuples. Mais ce qui s'est passé pour le cas du Burkina, vu que les autorités en charge de ce travail-là n'ont pas suffisamment associé les communautés, on est arrivé à une démarcation physique. Donc il s'agit, à partir de là, c'est plus le Mali, à partir de là, ce n'est plus le Burkina.
Donc ceux, par exemple, en termes de ressources naturelles, qui avaient leurs champs, qui débordaient sur le Mali, n'avaient plus accès à leurs terres. Puisqu'à partir de ce moment, on dit, les populations ont compris, ça ce n'est plus chez vous, c'est désormais là. On a eu par exemple une situation qui est ressortie, qui était suffisamment évocatrice. Vous savez, nous sommes encore très ancrés dans nos cultures. Avant chaque saison hivernale, il y a des sacrifices qui doivent être faits et tout cela. Et puis, il y a une rivière qui débordait sur les deux pays. Mais là où les sacrifices se passent, c'est plutôt au Burkina. Et vu que désormais on n'est plus dans le même pays, les Burkinabés ont refusé que les Maliens viennent faire les sacrifices là. Et ça, c'est de nature, naturellement, à créer une situation conflictogène lorsqu'on sait à quel point on est attaché à ces différents éléments. Mais il y a aussi la méconnaissance naturellement des textes. Parce qu'on ne sait pas comment ça se passe au Mali, comment on fait pour entrer au Mali et continuer à cultiver, comment on le fait également pour le Burkina. Et cette méconnaissance des textes est aussi liée à un facteur suffisamment important qui est que les textes ne sont même pas les mêmes. Entre le Burkina et le Mali, il y a une différence complètement de législation sur certaines questions. Et là, les populations n'ont pas cette maîtrise-là. Elles ne savent pas comment ça se passe au Mali. Elles savent plus ou moins ce que se passe au Burkina, pas forcément au Mali et vice-versa. Et cela a créé des situations difficiles avec les forces de défense et de sécurité qui, elles aussi, peut-être sont suffisamment informées, c'est ce qu'elles nous ont dit. Malheureusement, certaines d'entre elles profitaient justement de cette situation-là pour engendrer des tracasseries face aux populations, et cela n'était pas intéressant. L'exemple emblématique, c'est la situation des plaques d'immatriculation des véhicules, par exemple, où au Burkina, c'est à la limite une obligation, c'est un impératif d'avoir cette plaque-là, autrement dit, on est en illégalité. Par contre, de l'autre côté de la frontière au Mali, non, c'est mieux de ne pas l'avoir. Donc l'avoir peut être un problème. Et les Burkinabés, qui se sentaient toujours dans toute la légalité, lorsqu'ils passaient la frontière pour aller au Mali, se trouvaient en situation de tracasserie constante vis-à-vis des forces de défense et de sécurité. Cela créait justement des frustrations qui pouvaient conduire à des conflits. Et les Maliens également, lorsqu'ils venaient ici, ils sont sans plaque, naturellement, ils sont en illégalité. Donc c'est vraiment des exemples de ce type-là qui ont amené à une situation, une tension très importante, non seulement sur les ressources naturelles, parce que cette zone également, il faut le dire, c'est le verger de nos deux pays, c'est vraiment des zones suffisamment vertes qu'il faut protéger, mais c'est également une zone économique naturellement qui doit vivre. Et lorsque on a des tensions importantes sur les ressources naturelles, naturellement, on a beaucoup de chances d'avoir des conflits violents. D'accord, vous avez cité effectivement des cas qui sont éloquents, la question des plaques d'immatriculation et l'autre lié au sacrifice, donc au rituel. Est-ce que vous avez pu faire en sorte que ceux qui sont au Mali puissent venir effectivement faire les sacrifices sur leur rivière commun, leur lieu de sacrifice, lieu de culte commun, mais aussi par rapport aux plaques d'immatriculation? Est-ce que vous avez pu faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème à ce niveau? Nous avons aujourd'hui, on a pu produire une vidéo où les populations elles-mêmes s'expriment sur ce qui se passait avant le processus qui a commencé en janvier 2020 et puis à la fin du processus, donc à la fin de cette année 2021. Et ce que nous avons pu avoir comme résultat, au-delà même du simple fait de faciliter désormais la circulation, c'est de faire en sorte que désormais ces communautés-là se mettent ensemble pour discuter des problèmes plus complexes. Et donc on va mettre entre griffes tous les petits problèmes qui étaient là. On ne peut pas passer là, on ne peut pas aller à tel endroit, ont été totalement réglés. Les populations travaillent ensemble aujourd'hui, se réunissent, parce qu'au bout du projet, comme je le disais, nous avons mis en place des commissions transfrontalières qui réunissent les communautés des différentes localités, les autorités, les forces de défense de sécurité. Elles sont toutes rassemblées dans un même cadre et ce cadre-là, il fonctionne aujourd'hui sans l'accompagnement du projet, puisque nous sommes arrivés à l'échéance de la première phase, nous sommes en train de partir, mais elles continuent à discuter, à apporter justement des solutions à un certain nombre de questions et elles ont même proposé un certain nombre d'initiatives qui permettraient de renforcer justement cette collaboration entre eux. Et nous sommes en train, en principe, les 2 années à venir, nous permettront de les accompagner pour mettre en place des infrastructures. Par exemple, l'un des problèmes aussi qu'il y avait, c'était l'écoulement de leur production. Elles n'ont même pas de piste rurale. Et donc, ce sont des questions qu'elles ont soulevées, qu'elles ont validées ensemble. Elles ont déterminé quels sont les axes prioritaires entre le Burkina et le Mali.
nous sommes en train de, nous avons besoin des ressources pour les accompagner justement sur ces choses-là. Les femmes ont posé des problèmes également parce que quand je parle de ressources naturelles, c'est souvent pas des choses très très importantes, mais les noix de qualité par exemple sont récoltées au Burkina. Les Maliennes n'ont plus accès à cela. On a fait en sorte qu'elles discutent quelle serait la solution à ce problème, par exemple. Et les femmes ont proposé tout simplement, si vous mettez en place, si nous arrivons à mettre en place une unité de transformation transfrontalière que nous pouvons utiliser, désormais nous savons que les ressources de cette localité-là nous appartiennent à toutes. À toutes les deux localités. Et nous sommes en train de faire ce travail-là justement pour renforcer le brassage grâce aux solutions qui ont été identifiées par les communautés elles-mêmes. Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté de la frontière arrivent à venir faire le sacrifice? C'est réglé. Aujourd'hui, ça se fait sans problème. Ils acceptent d'aller et de venir et de faire cela. Juge, voilà. Oui, mais quand j'ai écouté, j'ai lu un peu le résultat du travail que vous avez fait. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai comme l'impression qu'il y avait des problèmes latents. Et la question des bornes, donc la frontière physique, est venue en rajouter. Et vous dites même à un moment donné que ceux qui sont, on va dire, les représentants de l'État, parce qu'on est un peu dans des contrées quand même un peu loin de la capitale, vous dites, quand vous prenez la police, la gendarmerie, même les eaux et forêts, quelque part, ils participent même du problème. Donc on a l'impression que c'est l'existence ou l'affirmation de l'État qui est venue révéler les difficultés. Non, pas tant que ça. Je pense qu'il y a deux choses importantes. La première, vous savez, Interpiste, nous faisons toujours un travail d'analyse des contextes avant d'intervenir. Et lorsque nous l'avions fait pour le cas du Burkina, en 2019-2020, il était ressorti que l'absence de l'État était un problème. Le fait que l'État ne soit pas présent dans certaines localités fait en sorte que les communautés ne se sentent pas partie de cet État-là. Et cela n'était pas seulement ressorti au Sahel, par exemple, ou à l'Est, où on en parle de manière très régulière, mais dans les régions comme les hauts-bassins, les cascades, c'est des éléments qui étaient ressortis. Et donc, cette absence d'État, elle est renforcée par souvent une toute petite présence de l'État qui se manifeste par les forces de défense de sécurité, qui malheureusement, dans plusieurs contextes, n'ont pas le meilleur visage. Et dans cette localité, par exemple, les eaux et forêts ne sont pas les plus appréciés. Parce qu'on a l'impression que ce sont eux qui ne favorisent pas l'exploitation des ressources naturelles. C'est elles qui empêchent qu'on fasse ci, qu'on fasse là. Et donc, ce n'est pas de nature à créer un climat de confiance. L'abonnement a naturellement exacerbé ces problèmes. Parce que désormais, le paysan estime qu'il n'a plus accès aux ressources du Mali. Et donc, il doit renforcer l'exploitation des ressources au niveau local. Pendant que nous avons des situations où on a des espèces, par exemple, qui sont protégées, dont on ne permettait pas d'exploiter avant. Aujourd'hui, les populations, vu qu'elles n'ont plus accès aux ressources de l'autre côté, elles veulent exploiter ces ressources-là. Et en ce moment, les agents de l'État sont en droit de dire non, ça ne doit pas se passer comme ça, ça ne doit pas se passer comme ça. Mais comme je l'ai également dit, on a constaté malheureusement au sein de ces forces de défense de sécurité de mauvaises graines, donc des agents qui profitaient et faisaient des abus sur les populations. Et cela, naturellement, exacerbe les problèmes qu'il y a. Donc, ce n'est pas tant la présence de l'État qui est le problème, mais c'est l'attitude des représentants de l'État dans la mise en œuvre de la législation, dans leur rapport avec les populations qui crée justement cela. Et certaines populations nous disaient, lorsqu'on a voulu faire le dialogue avec les forces de défense de sécurité, on ne peut pas s'asseoir avec elles. On ne peut pas entrer dans la même salle, puisque en fait, elles sont craintes ici, on a peur d'elles. Donc on ne peut pas venir nous asseoir dans la même salle et discuter, franchement, ce n'est pas possible. Parce qu'il y avait cette réticence-là du fait des abus antérieurs qui avaient pu être constatés. Mais on a pu en tout cas créer la situation, faciliter le processus pour que la confiance puisse renaître et que ce dialogue-là puisse être établi effectivement. Et puis vous dites que sur la question du bornage, ça devait être la fin d'un processus, et pourtant ça n'a pas été. C'est comme si on l'a mis, et bon, les populations un matin, elles ont vu qu'elles étaient divisées, et c'est devenu un problème. Il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu un accompagnement avant. C'est ce que nous avons constaté justement. Les populations nous ont dit qu'elles n'ont pas été consultées. Ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont constaté qu'on fixait des bornes, et lorsqu'elles ont voulu se renseigner, et vous savez, lorsque on parle des bornes, souvent on ne se rend pas compte à quel point c'est très délicat. Vous savez, quand vous êtes sur la voie bitumée,
vous arrivez à un endroit et de l'autre côté, c'est le Mali, ici c'est le Burkina. Mais en fait, lorsqu'on est en train de matérialiser les bornes, on les matérialise souvent dans le champ des populations. Et on leur dit, et c'est-à-dire vous imaginez à quel point on fixe juste une borne qui réduit ton champ de 3-4 peut-être, et on te dit, bon, l'autre côté c'est... Et quand il veut cultiver l'autre côté, on lui dit non, à partir de maintenant, là-bas, là, ce n'est plus chez toi. Pour cultiver là, tu dois respecter la législation d'un autre pays. Et c'est du jour au lendemain. C'est pas que c'est un processus où elles ont été informées, elles ont été impliquées dans ce qui s'est passé. Ça peut plus ou moins s'expliquer du fait que c'est une décision judiciaire internationale qui s'applique naturellement et qu'on doit matérialiser. Par contre, il est essentiel, et c'est l'une des leçons que nous avons tirées, parce que le Burkina n'a pas encore matérialisé toutes ses frontières avec tous les pays. Le cas de la Côte d'Ivoire est par exemple encore en suspens et doit arriver d'ici là. Nous pensons qu'il est important de ne pas reproduire ce même mécanisme-là ailleurs, parce que les conflits peut-être n'ont pas été très violents dans cette région, parce qu'il y a beaucoup d'interventions pour faciliter un processus donc de réconciliation et tout cela, mais ailleurs, si on y prend garde, ça peut être beaucoup plus violent que cela. Et là, le rôle de la communication, le rôle de l'implication des communautés est très important. Justement, vous avez fait de votre, on va dire, votre dynamique première, c'est le dialogue. Vous avez fait votre fer de lance. Mais quand je lis aussi tout le document, j'ai l'impression que pour quelqu'un qui parle de frontières Burkina-Mali, nulle part on entend parler de menaces, c'est-à-dire les questions de terrorisme, les questions de fondamentalisme ou de menaces de ce genre-là. Parce que c'est ce qui aussi, quoi qu'on dise, crée quelques clivages entre même les populations d'une même communauté, pas forcément de part et d'autre de la frontière. Ou bien c'est des questions que vous n'avez pas forcément constatées. Ce que nous évitons de faire toujours, c'est de dire ce que nous pensons. C'est de faire ressortir, faire remonter toujours ce que nous faisons, ce que disent les communautés elles-mêmes. Lorsqu'on les a questionnés sur les problèmes qui, selon eux, ou encore les facteurs qui, selon elles, sont à la base d'une situation conflictogène éventuelle dans leur localité, ces questions ne sont pas forcément montées en première position. Okay. Elles sont arrivées après, et elles nous ont dit, ça va arriver si nous continuons à rester divisés. Parce que ce sont les frustrations que nous allons accumuler qui ont facilité certaines choses. On a des informations qu'il y avait des bases terroristes aussi bien au Burkina qu'au Mali, des autres que la frontière dans cette zone. C'est vrai que le rapport n'ayant pas mis l'accent spécifiquement sur ces questions-là, en parle. Lorsque vous allez regarder le rapport dans le détail, parce que ce que nous avons diffusé, c'est le rapport de synthèse, mais dans le rapport détaillé, vous avez ces éléments-là qui ressortent, où effectivement, on a plus ou moins des bases terroristes, malheureusement, ou heureusement, n'ont pas encore pu suffisamment s'ancrer, recruter suffisamment, parce que oui, il y a encore des dynamiques qui ne favorisent pas. Vous savez, les groupes terroristes facilement recrutent sur les frustrations, agissent sur les ressentiments, les divisions, il contribue à polariser déjà un environnement difficile et justement à agir. Ce n'est pas encore le cas dans cette localité-là. Et c'est pourquoi pour nous, il est important de continuer à agir en termes de prévention pour éviter justement que, comme cela s'est passé ailleurs, le sentiment d'abandon de la part de l'État, l'absence d'infrastructures pour bien vivre tout simplement, ne conduisent les communautés à un radicalisme qui ne sert à rien. Parce qu'en vérité, au-delà des externes qui arrivent, c'est parce qu'à l'intérieur, on accepte finalement de collaborer avec ces acteurs-là que la violence, elle est suffisamment grave. Alors pour ceux qui viennent nous prendre en marche au niveau de la radio, Cheikh Faisal Traoré, notre convoqué du jour, il est le président de l'association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso, AJDD. Avec vous, on va parler en tout cas du processus en cours au Burkina Faso et la place et surtout le rôle de cette jeunesse-là. Et je l'ai rappelé, depuis le 24 janvier dernier, c'est le MPSR qui préside à la destinée du Burkina Faso, des nouvelles autorités arrivées à la faveur du coup d'État que vous avez suivi de très près. En tant que jeune, comment vous avez vécu ce tournant de l'histoire politique du Burkina Faso? Mais déjà, en tant que Burkinabé, ça a été un triste constat de voir qu'après de longues années de lutte, on soit arrivé à
un système démocratique plus ou moins acceptable, salué à travers le monde. Et puis, juste 6 ans, 7 ans après, on retombe dans une situation où, que nous avons vécu pendant longtemps. Le Burkina a été pendant de nombreuses années dans des états d'exception ou encore dans des régimes militaires. Et oui, ça a été constaté avec tristesse, parce que nous pensons que ce n'est pas la meilleure voie toujours pour résoudre les problèmes. Mais après, on observe et on finit par se dire qu'il doit y avoir de l'espoir dans cette circonstance-là et qu'on doit être à mesure de regarder, de revisiter notre passé, de regarder de manière rigoureuse et de manière suffisamment lucide les éléments qui ont conduit à cette situation-là, qui, Dieu merci, finalement n'a pas été une situation violente, comme nous l'avons constaté ailleurs. On a même constaté une sorte d'acceptation tacite de tout ce qui s'est passé, ce qui est révélateur du fait certainement que le pouvoir qui était en place, ou en tout cas les réponses qui étaient apportées aux préoccupations des populations les 6 dernières années n'étaient pas les plus justes, n'étaient pas les plus appropriées, ce qui a pu conduire justement à une telle situation. Alors, vous l'avez dit, tirer leçon de cette situation et jeter les nouvelles bases d'un Burkina nouveau. Quand vous regardez les premières actions du MPSR, est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est difficile de dire si nous sommes sur la bonne voie ou pas la meilleure voie. Ce dont on est sûr, parce que nous estimons, à l'image de la construction d'une maison, que le MPSR est peut-être encore en implantation, puisqu'ils n'ont pas encore tracé même les fondations. On ne sait pas aujourd'hui combien de temps dure la transition, on ne sait pas quels sont les organes qui seront mis en place. On n'a pas la feuille de route qui permet d'apprécier justement cette direction-là. Par contre, ce qu'il est important de dire aujourd'hui, c'est que le plus important, naturellement, ce n'est pas la prise de pouvoir, ce n'est même pas non plus la gestion du pouvoir, mais c'est effectivement la réponse aux aspirations profondes du peuple burkinabé, et c'est comment on s'assure qu'on n'est pas en train de reconstruire ce qu'on a vu pendant longtemps, une démocratie de façade, où on a tout simplement l'impression qu'il y a des élections qui se passent bien, où, certains sont élus, se croient bien élus, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que la plupart du temps, lorsque ces régimes basculent, ce n'est pas toujours par les voies démocratiques qu'elles basculent. Autrement dit, tous ceux qui ne se sentent pas partie du processus démocratique finissent peut-être par se coaliser et par donner le résultat que nous constatons. Okay. Juste Bouma. Oui, mais c'est un processus qui commence à prendre avec cette jeunesse-là aussi qu'on a vu mobiliser ce week-end. Alors, vous qui avez cette expérience d'accompagner les organisations de la société civile et la jeunesse de façon générale, comment est-ce qu'elle s'implique dans cette transition? Dans les organes ou dans la veille? Le premier élément, vous voyez, quand on fait l'analyse de ce qui s'est passé, nous l'avions dit il y a de cela quelques mois, juste avant les élections présidentielles, il y a un syndrome qu'on doit éviter. Et les dirigeants doivent être capables d'éviter ce syndrome-là. Et ils l'évitent par un processus tout simple. Lorsque vous visitez l'histoire du Burkina, vous verrez qu'en 1983, on a eu effectivement un coup d'État. Ce coup d'État était conduit par des jeunes. Lorsque vous regardez aujourd'hui, le coup d'État qui a eu lieu a encore été conduit par plus jeunes que ceux qui étaient au pouvoir. Le chef de l'État a 41 ans. Celui qui était en place a plus de 60 ans. Ce hiatus de 20 ans était présent. Est-ce qu'il n'est pas révélateur justement d'un conflit intergénérationnel qui n'a jamais été réglé? Est-ce qu'il n'est pas révélateur justement d'une situation où le Burkina n'est jamais arrivé à mettre ensemble toutes les intelligences dans un même environnement pour contribuer au développement? C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, les jeunes sont en train de jouer plus ou moins les premiers rôles. Malheureusement, ils l'ont arraché. Ça ne s'est pas passé de manière suffisamment souple. Et c'est un premier élément pour nous qu'il faut analyser, qui voudrait dire qu'en matière de gouvernance, on doit désormais réfléchir à faire autrement. Mais la deuxième chose également qu'il faut regarder, c'est que bien souvent, on attribue un certain nombre d'initiatives à des jeunes, mais ce n'est pas forcément le cas. Je ne serais pas prétentieux, en tout cas je n'oserais pas aller jusqu'à dire que l'initiative que nous avons constatée hier n'était pas
ou avant-hier, c'était ce week-end, ce samedi, n'était pas le fait des jeunes. Parce que jeunes au Burkina, c'est ceux qui ont entre 15 et 35 ans. Les initiateurs de cette initiative, vous pouvez vérifier, n'ont pas moins de 35 ans. Ils sont tous au-delà de cela. Donc, mais oui, on s'attribue rapidement la qualité de jeunes, et puis voilà, on fait un certain nombre de choses, mais ce n'est pas forcément évident. Et puis dans le même temps, pendant que des initiatives de ce type-là sont organisées, il y a aussi des initiatives beaucoup plus construites, parce que pour nous, ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est moins de bander les muscles physiques que de renforcer toute la capacité intellectuelle de notre pays pour apporter quelque chose de beaucoup plus constructif. Et donc c'est clair que les jeunes ont un rôle à jouer. Il est divers, mais oui, je pense qu'ils sont en train de le jouer comme ils peuvent. Mais c'est la précision que je voudrais. En 2014-2015, on a vu une transition où des jeunes ont préféré assumer le rôle de veille en refusant effectivement de s'impliquer dans les organes pour dire notre place ce n'est pas là-bas, parce que certains ont résumé à participer aux organes à aller s'asseoir autour d'un plat de soupe. C'est comme ça ils l'ont résumé. Donc on n'y va pas, pour prendre le risque de se compromettre, on n'y va pas parce qu'on préfère faire la veille, dénoncer et puis et tout. Donc on a encore une transition qui commence et ma question était claire, qu'est-ce qu'on fait, dans la veille ou dans les organes? Je crois que les jeunes doivent être partout. Ils doivent être dans la veille, naturellement, parce qu'il s'agit de contrôler dans tous les cas l'action qui est mise en œuvre par les pouvoirs publics. Et ça, c'est important parce que lorsque le pouvoir politique n'a pas de garde-fou, n'a pas des vigies, n'a pas des acteurs qui l'interpellent, on peut avoir une situation où la porte est ouverte à tout, où naturellement on va dans tous les sens, on ne fait pas l'essentiel. Ça peut arriver. Mais dans le même temps, je pense que les jeunes tirent leçon de ce qui s'est passé en 2014 et avant, et doivent s'assumer en rejoignant les organes. Mais l'une des questions qu'il faut se poser, parce qu'en 2014, nous avons pu suivre la transition, et on a constaté quand même que à ce moment-là, le Burkina a eu un rajeunissement suffisamment important de sa classe politique à cette époque. Au Conseil national de transition, par exemple, vous aviez une fille qui avait 19 ans. Vous avez des jeunes qui étaient plus ou moins représentés dans ces organes-là. Mais au gouvernement, où il était clairement écrit dans la charte que les jeunes doivent faire partie du gouvernement, ce n'est pas arrivé. Parce qu'en ce moment, le choix n'est pas le choix des acteurs, mais c'est le choix des leaders politiques en présence à ce moment-là, qui, dans leur équipe, ont estimé qu'aucun jeune du Burkina ne pouvait y être. Parce que l'une des questions qu'il faut se poser, est-ce que les jeunes, effectivement capables, compétents, capables d'apporter une réponse à un certain niveau, sont même consultés, sont même dans le viseur des décideurs? Peut-être pas, parce qu'à certains moments, on se dit peut-être qu'il ne faut pas aller vers cela. Mais oui, après, ces jeunes aussi qui sont dans une situation de pouvoir contribuer à ce niveau, sont souvent dans des conditions où, bon, ce n'est pas forcément évident non plus de laisser un certain nombre d'avantages pour rejoindre une équipe transitionnelle. Oui. C'est très intéressant ce dont on parle là, parce que pour moi c'est vraiment crucial. Un pays se développe, il se forge avec une jeunesse qui gagne en maturité et qui le bonifie. Donc pour moi ça c'est un débat qui est très intéressant. Mais quand on regarde, on prend le cas du Burkina, vous parliez des changements, c'est un peu dommage qu'après 6-7 ans, on en revienne encore à des périodes particulières comme ça. Mais quand on regarde, c'était combien de votants en gros pour les dernières élections? Quand je parle des présidentielles, c'était 2 400 000, un peu plus de 2 400 000 Burkinabés qui ont voté. Mais ceux qui ont voté pour le président Roch Kaboré, quand vous regardez, c'est un peu plus de 1 600 000 parce qu'on était à 57%. 2 400 000, quand vous prenez la proportion que nous avons de jeunes dans notre population, elle est vraiment immense. Et quand on regarde bien les élections, c'est des gens qui n'ont, le jour du vote, regardez sur le petit doigt là, vous ne verrez pas l'encre, très souvent. C'est la réalité. Il y a comme un genre de désintérêt pour cette chose-là, politique, qui à la fin fait la décision sur ce qu'on sera, la façon dont on sera mené. Mais c'est cette même jeunesse qu'on mobilise et qu'on retrouve dans la rue pour dire non, on n'est pas d'accord. Et qui facilement aussi renverse donc voilà, les décisions prises il n'y a pas longtemps. Vous prenez le cas du Mali, ça sera pratiquement la même chose. Le cas du Burkina avec les manifestations qu'on avait vues, c'était pareil. Vous prenez le cas de la Guinée, c'est un peu pareil.
c'est un désintérêt de ces jeunes-là pour le principal, parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on construit une nation, et qui tente de rattraper les choses, peut-être pas de la bonne façon, mais comment on les intéresse? Comment est-ce qu'on ait un processus qui soit assez inclusif pour ne pas qu'il y ait une bonne partie qui soit dehors et qui vienne dire qu'on n'est pas d'accord, et le seul moyen d'expression, c'est souvent descendre celui qui a été élu sans vraiment une grosse légitimité. C'est deux choses. Joseph Kizerbo, professeur, le disait, une nation qui ne donne pas à sa jeunesse les conditions de s'autonomiser est suicidaire, tout simplement. Et ce que nous constatons justement, c'est cela. Nous le savons tous, on le dit également. Tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fini par être fait contre moi. Et ce que l'on constate, c'est que les politiques, de manière globale, au Burkina et même en Afrique, s'érigent en donneurs de leçons et s'érigent en solution à tous les problèmes. Et donc, ils estiment que les jeunes n'ont pas suffisamment de maturité pour apporter leur contribution. Et même, ils osent même le penser pour les femmes, tout simplement. C'est pourquoi les femmes et les jeunes ne se retrouvent pas dans les instances décisionnelles où cela doit se passer par voie nominative, dans bien de cas, et même par voie élective. Parce que même les élections encore, et nous avions alerté en 2020 sur ce fait-là. Lorsque nous avons consulté les jeunes pour leur demander comment faire en sorte que vous soyez intéressés à la vie politique, ils nous ont dit, la réponse est toute simple. Un, qu'on soit responsabilisé dans les instances politiques. Deuxièmement, que des symboles jeunes soient positionnés, soient représentés, tout simplement. Mais et naturellement, la troisième chose, c'est que les aspirations profondes des jeunes soient traduites effectivement en politique publique et mises en œuvre. Bien souvent, la solution est toute proche, mais on ne va pas vers elle. On préfère justement faire du saupoudrage, faire semblant, et ça ne résout pas les problèmes. On ne forme pas, par exemple, 10 000 jeunes entrepreneuriats et on pense que les entreprises naîtront demain. Naturellement, non. Comment on crée des mécanismes structurels avec des approches qui impliquent les jeunes? Et c'est clair qu'en le faisant, l'innovation, des choses comme ça, vont intervenir et vont apporter la réponse aux préoccupations des jeunes. Lors des dernières élections, un plaidoyer a été fait pour que les partis politiques acceptent de positionner les jeunes. Certains nous ont dit, c'est tellement juste ce que vous êtes en train de dire. Ce que les jeunes font comme plaidoyer, c'est essentiel. Malheureusement, nous sommes à une étape où on ne peut pas les associer. Ils n'ont pas été associés. Les trois partis politiques qui ont le moins positionné les jeunes étaient les trois principaux partis politiques du Burkina. C'est le MPP, l'UPC et le CDP. Mais est-ce que ça ne révèle pas aussi de ce que, vous savez, c'est des postes sélectifs, hein? On va avec ceux qui gagnent. Est-ce que c'est pas ça le problème? Quand vous regardez le système électoral d'autres pays, vous verrez qu'il n'est pas le même. Ça veut dire que c'est un choix politique que l'on doit faire. Qu'est-ce que nous voulons comme démocratie? Qu'est-ce que nous voulons comme pays? Quel modèle de développement nous souhaitons? Est-ce que nous souhaitons un développement tout simplement qui est bâti sur des valeurs qu'on appelle plutôt argent et autres? Ou nous voulons bâtir un Burkina nouveau dans lequel tout le monde, à la hauteur de ses capacités, est capable de contribuer au développement. Donc, si on continue à avoir un système électoral qui est basé sur les ressources financières, naturellement, on n'aura pas de réponse. Un, on n'aura pas les jeunes et les femmes, mais deux, on n'aura jamais la stabilité qui est souhaitée. Lorsque vous observez le modèle rwandais, par exemple, qui est un modèle qu'on peut observer en matière non seulement de positionnement des femmes, mais aussi des jeunes. Nous l'avons visité à plusieurs pays, nous l'avons analysé, mais c'est un choix politique tout simplement qui a été fait et qui permet aujourd'hui aux jeunes d'être responsabilisés. Et au-delà de cela, et même les ressources, nous l'avons dit, dans certains partis politiques, des jeunes auraient pu porter une campagne électorale. Mais on a juste fait le choix que ce ne serait pas vous, parce que l'heure n'est pas encore venue que ce soit vous qui soyez associés. Et donc, on a une dynamique politique qui doit être totalement reconstruite. Et c'est pourquoi l'un des chantiers dont parle le chef de l'État, sur donc cette refondation de la gouvernance, enfin, c'est important. Parce qu'on doit pouvoir analyser et voir quels sont les mécanismes les plus pertinents qui permettent aux jeunes d'être impliqués dans la gouvernance, mais également c'est la même chose que nous le pensons pour les femmes. Quand on prend aujourd'hui les cas d'intervention et de formation des jeunes, ce sont les OSC et le milieu associatif, alors qu'aujourd'hui, ces structures-là sont vomies par beaucoup de Burkinabés parce qu'on les considère comme des officines politiques ou des antennes de captation de sous, pour parler comme le juge Vaha. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que ce n'est pas cela aussi votre handicap en tant que jeune? Vous savez, en termes de responsabilisation, si on veut trouver
des arguments pour responsabiliser, on en trouvera naturellement. Si on veut trouver des faux fuyants pour ne pas le faire, on en trouverait également. Nulle part dans le monde, tout n'est parfait. Dans aucune circonstance, on a le parfait. On a quelque chose de bien, et puis on a à côté, en général, ce qui ne marche pas forcément. C'est comme l'ivraie, qui peut tout simplement surplomber le blé. On a des situations comme ça. Nous reconnaissons qu'il y a, oui, dans les milliers d'associations au Burkina, certaines qui ne sont pas les plus en droite ligne de leur mandat, de ce qu'elles doivent faire en principe. Mais dans le même temps, nous avons des milliers d'autres qui font un travail extraordinaire sur le terrain, au contact des communautés, qui apportent des réponses structurelles. Et si on fait le choix d'observer ce qui ne va pas, plutôt que ce qui va, c'est évident qu'on verra ce qui ne va pas en priorité. Et donc, je pense que c'est un regard qu'il faut tout simplement changer. Et lorsqu'on change les lentilles d'observation, on finit forcément par trouver celle-là où on a les réponses. C'est pourquoi pour nous, par exemple, lorsqu'on fait le travail sur la consolidation de la paix, on regarde les problèmes, oui, mais après on regarde les facteurs de résilience. Comment on apporte des réponses à cela. Et je pense, oui, aussi qu'à un moment, les jeunes ou encore les organisations de la société civile qui font un travail sur le terrain n'ont pas fait un travail de communication également derrière, n'ont pas suffisamment fait voir ce qu'elles font, parce que pour elles, le plus important, c'est d'aller sur le terrain et puis de faire ce que nous avons à faire tout simplement. Mais lorsqu'on n'a pas accès aux médias, lorsque celui qui apparemment crie le plus fort est celui qui détient la vérité, et que celui qui est le plus fort, en fait, est juste quelqu'un qui fait du bruit pour une situation particulière, oui, on verra plutôt ça que l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait des jeunes, c'est tout simplement notre classe, notre société qui a besoin de voir autrement les choses, de se positionner en situation d'espoir. Et c'est pourquoi le rôle du politique est important aujourd'hui. Lorsqu'on est décideur, Machiavel le disait, le prince est jugé à son entourage. Lorsque celui qui détient le pouvoir aujourd'hui est capable d'aller dénicher des jeunes, des personnalités compétentes et les positionner, les lentilles changent complètement. Désormais, on observe la qualité plutôt que la médiocrité. Parce que lorsque l'unité de mesure n'a pas changé, oui, on continue à voler très bas et à trouver des excuses toujours pour ne pas faire ci ou cela. Juge Boukma. Non, je passe. Fais la passe au doyen. Oui, c'est vrai que vous parliez de la question de ces jeunes-là. Tout à l'heure, le président disait quelque chose qui était assez intéressant. Quand on les entend très souvent à travers les organisations de la société civile et tout, il y a la majeure partie des Burkinabés qui ne sont pas très convaincus. Vous prenez les OSC, vous ne verrez pas des gens d'un âge si avancé, c'est-à-dire des gens des octogénaires, des septuagénaires. Vous verrez vraiment des jeunes. C'est ce qui regroupe vraiment le plus de jeunes aujourd'hui, où on a l'impression que ça bouillonne. Mais c'est là-bas aussi que très vite on s'est décrédibilisé. Tout à l'heure, vous disiez que lorsqu'on observe ailleurs, il y a ce qui est donné donc à cette frange-là en termes de responsabilité au sein des partis. Mais je disais aussi, le problème c'est que les partis ont des obligations de résultats. Et ça, c'est des choses qui se construisent sur le temps. Quand on se rappelle en son temps, on prend le cas du CDP, lorsqu'il voulait faire sa mue, en prenant d'ailleurs le prétexte du rajeunissement, on a vu que pas loin après, c'est le MPP, parce qu'il y a beaucoup qu'on avait qualifié de dinosaures, qu'on a tenté de mettre à des postes honorifiques. Mais c'est ceux-là qui après sont revenus au pouvoir. C'est ça la réalité aussi. Donc il y a que sur le secteur politique, il y a des intérêts qui dictent des choix aussi du moment. Est-ce que ces jeunes-là, c'est parce qu'ils veulent être pris et portés dans de grosses machines que ça pose problème? Est-ce qu'aujourd'hui la politique, ce n'est pas plus l'offre? Parce que quand on est jeune, je pense que c'est ce qu'il y a de différent, c'est qu'on ose. Il y a ça de différent, c'est qu'on ne prend pas les gants. Parce qu'on a des échecs possibles, on a le temps de pouvoir régler après. Mais tout le monde veut aller dans de grosses machines et en bénéficier. Alors que les grosses machines, il y en a qui sont là-bas depuis. Il y a ce qu'on appelle dinosaures, mais qui ne sont pas encore partis. Il y a leurs bons petits qui ne sont pas encore partis. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Personne ne veut se forger et créer son chemin. Ceux dont on parle aujourd'hui, dinosaures, ils se sont assumés, quand vous regardez, à un moment donné de l'histoire, ils étaient très jeunes. Ils ont commencé très jeunes. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui à cette frange-là? De s'assumer de la meilleure des façons, et puis de militer, construire les choses petitement d'abord.
Peut-être que c'est un axe qui doit être observé, même si nous pensons qu'aujourd'hui, si nous voulons avoir une réponse réelle, il faut oser changer tout simplement. Il faut oser faire totalement autrement tout ce qui a été fait jusque-là. On ne peut pas reprendre le même modèle et espérer avoir une réponse. Et c'est peut-être en cela que le président a estimé que les partis politiques, dans leur globalité, devaient pouvoir se mettre en retrait. Et eux, ils travailleraient avec les personnalités qui, de leur point de vue, sont effectivement les plus à même. Et je pense que ce nouveau modèle qu'on crée comme ça, si on change les lentilles maintenant, et qu'on revisite complètement les règles du jeu électoral, on aurait changé beaucoup, tout simplement. On aurait fait en sorte que ce ne soit plus, l'agent qui soit la référence, que ce ne soit plus l'âge qui soit la référence, mais que ce soit le message, que ce soit naturellement la réponse concrète qu'on apporte qui soit la réponse, tout simplement. Et puis après, peut-être qu'il faut explorer un champ autre. Tout simplement, si sur le champ politique, je ne le pense pas du tout, je pense qu'il y a de la qualité dans ce champ politique-là également, on ne trouve pas suffisamment de ressources, dans le champ hors politique, on peut en trouver tout simplement. Le dernier premier ministre du président Kaboré n'était pas de la classe politique burkinabé. On est allé le chercher. Ça veut dire qu'on est capable de trouver des Burkinabés qui sont ailleurs, qui peuvent apporter une réponse aujourd'hui, parce que là, on est dans un contexte particulier qui est de remettre les choses en ordre. Et ça exige justement un certain nombre de symboles qui sont essentiels. Et le symbole clé qui doit être là, est-ce que les personnalités qui seront appelées, parce que là, ce n'est pas les partis politiques, est-ce que les nouveaux dirigeants prendraient le souhait d'identifier les meilleures personnalités qui représentent au mieux le nouveau message de nouveau Burkina que nous voulons? C'est ça la question. Mais justement, moi j'écoutais certaines analyses de certains qui disaient que quand on regarde la frange aussi, quoi qu'on dise, le président il est d'une frange qu'on n'a pas connue il y a longtemps, c'est-à-dire c'est la quarantaine, on n'a pas connu cela il y a longtemps. Quand vous voyez les gens qui sont autour de lui, c'est pratiquement la même génération. On a vu même les responsabilisations au sein de l'armée, quand vous regardez, c'est pas des choses qu'on avait connues depuis. Donc, il y a un rajeunissement de fait auquel on est en train d'assister. Bon, je suis pas partisan du clivage et de la pensée qui fait de ce que il y a certaines personnes de certain âge à des positions, donc on dit c'est une gérontocratie. Non, il y a un bon passage qui doit être fait, mais c'est dans la juste conjugaison des plus jeunes à vouloir apprendre avec les plus matures et avec les aînés, et de se permettre une transmission qui ne fragilise pas. Pour moi, c'est ça le plus important. On a déjà des jeunes qui sont là. Le plus important pour vous, c'est quoi? C'est de se faire chapeauter aussi pas chapeauter, de se faire accompagner par des personnes qui ont beaucoup plus de vécu dans la gestion de ces choses-là. Et puis après, composer avec une jeunesse sur certains sujets. Ça, c'est très important. Mais c'est quoi la configuration? Oui, c'est ce que nous appelons le pacte intergénérationnel. Il ne s'agit pas de dire tous les anciens s'en vont et puis les jeunes arrivent. Non, il s'agit tout simplement de faire en sorte que chacun, la meilleure personne au meilleur endroit. Tout simplement. Il faut faire en sorte, si sur les questions de leadership de la femme par exemple, c'est une femme qui doit être là, oui, qu'on trouve justement celle-là qui représente au mieux et qu'on la mette là tout simplement. Mais que les aînés soient là. Et l'exemple que vous prenez est intéressant parce que dans l'armée, ce que nous avons pu analyser, c'est que tous les postes opérationnels effectivement sont conduits par plus ou moins des jeunes, mais le chef d'état-major général des armées est quand même un aîné. Il fait partie de cette classe qui était présente. Donc c'est ce mix-là dont on a besoin certainement. Oui, je suis d'accord qu'on a effectivement besoin de ce mix. La France a un président qui a la quarantaine, mais qui a un ministre des Affaires étrangères qui est au-delà de 70 ans. Donc, les États-Unis, Obama est venu très jeune. Ceux qui ont succédé à Obama ne sont pas des jeunes. Tout à fait. Joe Biden, qui était plus âgé, était son vice-président. Donc, c'est aussi d'éviter de mettre dans la tête des gens qu'il faut faire une table rase. C'est de savoir faire un savant dosage en fonction des profils et des objectifs à atteindre. Mais se dire que, voilà, ça va être... il faut enlever. Et parce que même au Burkina, le président du MPSR qui a dit aux hommes politiques, aux partis politiques que vous êtes à 100% responsable, a à ses côtés quelqu'un qui était député à l'Assemblée nationale et qui était dans un parti politique. Absolument. On ne sait pas comment est-ce qu'il est allé le chercher. Parce que ce dernier a démissionné de son parti selon le document que nous avons vu 3 jours après le coup d'État. Est-ce qu'il l'a cherché, sur quels critères, sur quelle valeur de mesure il est allé le chercher, ou bien monsieur a fait partie de la préparation jusqu'au coup d'État? Mais c'est un homme politique qu'on découvre. Au même moment où certains avaient commencé à dire oui, il faut mettre les hommes politiques de côté. Parce qu'à un moment donné, pour un pays à construire, il faut être réaliste.
D'accord. Alors, peut-être une question. En tant que jeune, quelles sont vos attentes aujourd'hui vis-à-vis des nouvelles autorités? Disons que les jeunes ont des attentes, naturellement, mais ils ont plus des aspirations aujourd'hui, parce que l'attente est une position où on se met en passivité. La première chose, c'est de restaurer ou encore de mettre en place une gouvernance vertueuse. C'est vrai que l'agenda prioritaire, c'est la question de la sécurité. Nous pensons que c'est important, mais il faut le faire naturellement de manière vertueuse, de manière suffisamment inclusive, parce que le tout sécuritaire, évidemment, ne sera pas la réponse. C'est ce que les jeunes ont fait ressortir justement comme point lors d'un sondage que nous avons réalisé il y a quelques semaines. Et donc, il y a cette première attente-là. Oui, la sécurité, mais au-delà de la sécurité, la consolidation de la paix, tout simplement. Faire en sorte que tous les acteurs soient impliqués dans la réponse que nous avons. Le militaire a son rôle, mais les autres acteurs de la société ont leur rôle. La deuxième chose, c'est naturellement d'avoir une gouvernance inclusive. Une gouvernance, oui, on n'est pas arrivé au pouvoir aujourd'hui par la voie des urnes, on a arraché le pouvoir. C'est qu'on a envie de faire quelque chose et les premiers signaux qui ont été donnés sont des signaux positifs. Et pour y arriver, il faut l'inclusion réelle. Et l'inclusion, ce sont les aînés, ce sont les jeunes, ce sont les compétences qui viennent d'horizons divers pour nous assurer que nous apportons une contribution suffisante au développement de notre pays. Et puis, la troisième chose qui est ressortie que nous avons vu de ce sondage-là, c'est que les jeunes estiment qu'aujourd'hui, la question de la jeunesse ne doit pas être considérée comme une question politique tout simplement. Et en général, justement, les positions du ministère de la Jeunesse et autres, bon, en général, c'est des positions qu'on ne donne pas forcément aux techniciens en charge de ces questions-là. Nous pensons, c'est ce que les jeunes ont fait ressortir, qu'il est essentiel aujourd'hui d'en faire une question programmatique. Il faut désormais avoir un programme, une vision réelle pour les jeunes. Et associer à cela, justement, tout l'attirail nécessaire qui passe aussi par des symboles assez importants dans ce domaine-là. Et puis, la quatrième chose qui est ressortie, ce sont les valeurs. Il faut arriver à changer le logiciel des valeurs. Qu'est-ce que nous pensons aujourd'hui? Les jeunes ont l'impression que les valeurs culturelles sont en déperdition. Ce n'est pas que de leur fait, mais il est important que nous puissions identifier les valeurs qui fondent le Burkinabé nouveau, que nous voulons voir, les promouvoir et justement mettre la jeunesse au cœur de cette réponse éventuelle qu'on pourrait apporter. Cheikh Faisal Traoré, nous sommes au terme de cette émission, mais peut-être une dernière question que vous allez répondre en 30 secondes. Alors, on l'a dit en début d'émission, le MPSR n'a pas encore montré la destination et sa vision, mais il y a des OSC qui déclarent leur soutien et leur accompagnement. Quelle est aujourd'hui la poursuite de l'AJDD? Vous accompagnez ou vous attendez de connaître la destination? L'AJDD est dans un processus où elle contribue toujours à nous assurer que nous sommes dans le meilleur environnement pour le développement du Burkina Faso avec tous les citoyens. Et à partir de ce moment-là, nous sommes naturellement dans la posture de nous dire nous avons une contribution à apporter, laquelle elle sera naturellement déterminée par ce que nous faisons toujours. Nous alertons aux besoins et nous apportons nos propositions toujours pour être sûrs que nous allons dans le bon sens. Et c'est ce que nous continuerons à faire. Merci d'être passé à la barre du tribunal de l'actualité. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des jeunes pour le développement du Burkina Faso, AJDD. Avec vous, on a parlé de la place et du rôle que les jeunes doivent jouer dans ce processus entamé au Burkina Faso parlant de la transition. Merci, messieurs les juges, pour ces clés de lecture pour cette première convocation de la semaine. C'est ici qu'on va mettre un point final à la présente émission et se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles au programme des médias leaders, 3TV et WattFM.